Est-ce qu'en 2026, c'est toujours possible d'investir sans apport? Alors c'est toujours possible, après c'est pas magique. Moi pour me challenger quand je commençais à investir avec mes parents à 17-18 ans, c'est moi qui parlais sur les rendez-vous banques. Ok. C'est quoi l'erreur numéro 1 que font les primo-investisseurs en rendez-vous banque? Bah ils arrivent avec des projets qui sont pas très bien aboutis, des dossiers de financement qui sont pas assez complets. En fait le banquier, il faut lui faire gagner du temps. Tu veux un financement à 250 000, tu vas avoir un banquier qui peut te donner un accord jusqu'à 200, sinon il doit aller voir sa hiérarchie. oui. Tu prends le banquier un peu plus âgé qui lui a une délégation jusqu'à 500 000. Il peut te dire oui tout de suite là. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Baptiste Joly qu'on reçoit ici pour parler aujourd'hui du financement bancaire, ce qui inquiète les gens au sujet du financement bancaire, les solutions qu'apporte RGI et les solutions qu'on peut trouver lorsqu'on veut se faire financer un bien. Casser un peu les mythes de tout ça, on se rend compte régulièrement que c'est un blocage pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, de se dire que bon voilà, il va falloir mettre de l'apport, il va falloir avoir des taux pas possibles parce que dans tous les cas c'est la crise, des inquiétudes comme celle-ci. Aujourd'hui Baptiste, on va répondre à ces questions, à ces mythes. Il y en a plein. Et il y en a plein. Donc, tu vois, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a du travail aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu? On fait cette petite partie présentation pour nous dire qui t'es, ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Ouais, écoute, moi, Baptiste Joly, fondateur de Richard Group Investment, fondé la boîte en janvier 2020. Richard Group Investment, ça a maintenant du coup un peu plus de 6 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Non, j'ai lancé cette boîte, j'avais 20 ans. Et j'ai lancé ça après avoir fait investir mes parents dans l'immobilier et investi moi-même, en me rendant compte du coup de la complexité de l'investissement immobilier dans les immeubles de rapport quand tu vas chercher beaucoup de travaux, puisqu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Mais c'est comme ça que tu fais de la renta. Et en fait, ces enjeux-là, liés à la structuration globale de l'opération, génèrent d'autres enjeux au niveau du financement, puisque tu vas financer des biens avec beaucoup de travaux. Donc, bah, ça fait peur à la banque. Avec des profils, du coup, clés en main qui sont des fois à l'autre bout du monde, donc sur des financements expatriés. Et avec des fois des situations de personnes qui ont peu ou pas d'apport et qui, des fois, ont des taux d'endettement un peu limites, quoi. Et des fois, pas du tout, mais enfin... Ouais, on a vraiment toutes les situations. Bon, bah, trop bien. On va regarder un peu un premier... Enfin, alors, c'est pas forcément un mythe, mais c'est pour savoir, à tes yeux, c'est quoi le profil idéal de quelqu'un qui veut se faire financer son bien? Quand il arrive devant le banquier, qui vient présenter son projet, c'est quoi le profil idéal, selon toi? Bah, je vais te parler vraiment du persona de client RGI, qui est le client... je vais pas dire le client parfait pour nous, parce que tous nos clients sont parfaits, ok? Mais... on a un profil avec lequel c'est ultra fluide. Des personnes qui sont au moins à 4-5 000 euros par mois, pas de prêt ou presque pas, du patrimoine net, 50K d'épargne. Alors là, c'est royal. C'est là où on fait vraiment des très très beaux projets. Et quand on a quelqu'un qui justement a des revenus un peu plus modestes, qui a pas forcément énormément d'épargne, est-ce que tu peux nous parler de ces projets et comment... Bah, c'est plus d'optimisation, c'est plus de travail. Mais c'est pas un problème. Hein. Nous, on travaille avec Jeanne Millard, qu'on avait accueilli ici. On avait fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube. On peut la retrouver là, juste ici. On mettra en suggestion pour qu'on puisse voir. Bon, on avait fait pas mal de vidéos sur le financement. C'est vrai que nous, on a testé plein de courtiers pour avancer sur le financement. Il y en a plein avec lesquels c'était vraiment pas fluide. Et depuis qu'on bosse avec Jade et son équipe, bah, ça se passe très très bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit un peu plus optimiser du coup le taux d'endettement. Des fois, on doit rallonger des prêts, faire du rachat de crédit, renégocier l'assurance, baisser la mensualité, créer un peu plus d'épargne, aller chercher encore plus de rentabilité, mettre en avant potentiellement une résidence principale. S'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, qu'ils habitent à Paris, nous, on investit dans l'Aube et dans Lyon. Donc, on va dire, en fait, c'est une résidence principale. Ils vont vivre dans un des appartements de l'immeuble. Du coup, bah, ça réduit, ça supprime leur loyer, du taux d'endettement. Et donc, en fait, il y a plein d'optimisations. Et après, au niveau de l'épargne, on va faire en sorte de tout financer. Puisqu'ils n'ont pas forcément d'épargne. C'est ça. On va faire en sorte de tout financer par la banque. Et donc, on va mettre en avant les honoraires RGI, mettre en avant les travaux, les frais d'agence, même les frais de courtage. Tout est inclus dans le financement. Il va y avoir un petit apport, voire pas d'apport. Un report de prêt aussi, puisque du coup, ils n'ont pas forcément l'épargne pour payer une mensualité. Pendant qu'il y a les travaux et qu'on met pas en location. Et comme ça leur permet de se constituer une épargne pendant ce report, puisqu'on va faire un report de 2 ans, souvent on va finir entre 6 et 12 mois les travaux. Il y a un différé, quoi, en gros. Report de prêt, différé. Après, tu as différé partiel, différé total. Différé partiel, tu payes intérêt plus assurance. Total, tu payes que l'assurance. Donc, c'est très faible. Et le but, c'est de créer le plus de trésor possible pour un potentiel deuxième projet, pour se créer de l'épargne. Enfin, il y a plein de façons de le faire, quoi. Mais ouais. Est-ce que c'est une garantie maintenant, du coup, auprès des banques avec qui vous travaillez, de passer par RGI, par exemple? Bah, en fait,
c'est une garantie pour le client de s'engager avec RGI, Ouais. qu'il a son financement, sinon il sera remboursé. Voilà, Mhm. c'est plus ça. C'est-à-dire que on peut pas s'engager à 200% que le client il sera finançable quand il nous rejoint. Bien sûr. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un acompte de 2 500 € hors taxe, 3 000 € TTC dès le début pour s'engager, pour qu'ils aient la stratégie globale, la stratégie fiscale et la stratégie du coup financière. On présente déjà les dossiers aux banques, on a un accord de principe. Si jamais on présentait aux banques et que le client n'était pas finançable, malgré l'étude faite par nos chargés de projet qui, en règle générale, est très fiable, parce qu'on refuse beaucoup de profils via ces rendez-vous-là, si jamais le profil, on se dit, bon, bah c'est bon, la personne décide ensuite de nous faire confiance et de s'engager avec nous, paye la compte, signe le contrat, il n'y a pas de financement, bah on va rembourser, tout simplement. Donc au pire, elle aura une stratégie fiscale gratuite, tu vois. Ouais, ok. Il y a une autre crainte, c'est que on entendait beaucoup avant investir avec sans apport, investir facilement, etc. Ouais. Est-ce qu'en 2026, c'est toujours possible d'investir sans apport? Alors c'est toujours possible, après c'est pas magique. Bien sûr. Tu vois, tu as différentes personnes qui disent ouais, moi je veux investir sans apport. Ok, on analyse la situation, vous êtes à 60% de taux d'endettement. Bah, en fait, ok, t'as pas d'épargne, t'as découvert sur ton compte, t'as pas de taf. On va pas faire du 110%, c'est pas magique. Par contre, un beau profil, mais qui est un peu short en épargne, on peut faire un financement à 110%. Ouais, c'est possible. Ok, super. Et voilà, c'est vraiment du cas par cas. Après, faut savoir que nous, on bosse, je vais y arriver, on bosse avec les banques classiques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, voilà, toutes ces banques-là. On bosse aussi avec les banques privées pour des profils un peu plus atypiques. Ok. On a certains clients qui, des fois, n'ont pas du tout les revenus, voire même pas du tout l'épargne. Par contre, ils ont du patrimoine net. Genre, on appelle ça les riches qui sont pauvres, quoi, en gros. Ouais. Tu as une maison à 400 000 € qui est payée, mais par contre, tu n'as pas de revenus. Ouais. Mais ta maison est payée. Donc, le fait de mettre une garantie sur la maison te permet d'avoir un financement. D'accord. Voilà. Si tu devais parler un peu du dossier bancaire parfait, quels sont les 5 éléments que vous apportez avec RGI qui font que les dossiers bancaires que vous amenez sont appréciés des banquiers? Déjà, bon, tu vas voir toute la situation du client, il faut qu'il y ait tous les documents qui soient prêts directement. Tu as toute l'étude de marché, toute la partie vraiment prévisionnelle, tout ce qui va rentrer, toute la partie de ce qui va sortir, le coût global de l'opération qui est vraiment bien détaillé, avec aussi les devis travaux, architectes ou autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec la timeline, la roadmap, dans 6 mois, on a dû faire ça. Dans 12 mois, ça sera mis en log parce que dans 10 mois, on a fini les travaux. Ensuite, on a 2 mois vraiment de nettoyage, d'ameublement, de mise en location, de machin, de trucs. Je sais pas, le but, c'est de raccourcir ça au plus. Mais voilà, d'amener un maximum de clarté au banquier, un max de photos aussi. Et puis les photos aussi beaucoup sur l'étude de marché. On fait des études de marché, nous, de 5 à 10 pages. Ok, parfait. La valeur de revente aussi, tu vois, j'oublie, mais... Ouais. Ok, tu fais 100 000 € d'achat, 200 000 € de travaux, c'est 300 000. Tu finis à 1005 du mètre carré, ta moyenne marché, elle est à 1007. Sauf que toi, tu es sur une rénovation totale, donc tu sais que tu peux le revendre 2000. Tu es sur une estimation de 500 € du mètre carré. Ce qui se passe, c'est que quand la banque, elle te fait un financement à 110%, elle te finance à 300 000 sur un bien qui peut-être en vaut 250. Donc si demain tu payes pas, ils en perdent 50. L'objectif, c'est de dire vous me financez sur un bien à 300, mais qu'en vaut 400. Donc il y a 100 cas de marge. Donc si on doit revendre dans l'urgence parce que j'ai pas pu payer mon prêt, je pourrais le revendre à 300 avec les 100 000 de moins, mais je retombe sur mes frais et je suis à l'équilibre. Super, on a sélectionné 3 types de personnes qui vont pouvoir accéder à, enfin, pouvoir faire une demande de financement. On a les gens en CDI, les entrepreneurs et même les freelances. Sur ces profils-là, est-ce que vous êtes capable de débloquer un crédit? Si on prend par exemple d'abord le CDI, j'imagine que c'est le statut Le CDI, royal. c'est un peu la voie royale, Ouais, voilà. facile, entre guillemets. Tout dépend du montant de prêt que tu as déjà aujourd'hui, donc le taux d'endettement. Mais oui, dans l'idéal, le CDI, c'est le point sur lequel on discute le moins, c'est là où on demande le moins de documents. L'entrepreneur, donc on peut avoir des financements pour le CDI. Heureusement, sinon, on n'aurait pas de travail. En tout cas, RGI n'existerait pas. Ouais. Derrière, tu vas avoir les entrepreneurs. C'est sûr que si tu viens de lancer ta boîte il y a 3 mois, c'est compliqué. Il va falloir au moins 2 bilans. D'accord. Ou un bilan incroyable. Ouais. Voilà, donc ça, c'est totalement possible. Et souvent, on va faire des montages plutôt via holding. Donc, c'est la holding qui rentre au capital d'une SCI avec la personne en personne physique. Donc, souvent, 90% la holding, 10% la personne physique, voire même 50-50. Ça dépend si elle a des revenus en perso aussi. Mais du coup, il va y avoir un check de tous les documents. Ok. S'il faut une situation, si on est en milieu d'année. Sinon, il va y avoir potentiellement les bilans. Est-ce que tu es à jour de tes déclarations, ta structure de charge, ce que tu fais.
ils vont demander beaucoup plus d'informations. Et ouais, si on reprend le dernier Les freelances. statut, les freelances, ouais. Bah, les freelances, on en a un, par exemple, j'y pense, il s'appelle, je vais pas donner le nom de famille, mais il s'appelle Alexis. Mhm. Freelance, je pense, c'est en développement web, je pense. Ok. Bah, si tu es un freelance et que tu gagnes bien ta vie, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est les mêmes règles que l'entrepreneur. C'est la même chose, parce que de toute façon, quand tu es freelance, tu es entrepreneur, tu as une C'est boîte, ça, ouais, bien sûr. et on va te demander un peu d'ancienneté, des bilans. Ok. Est-ce que tu es à jour de tes déclarations, ce que tu fais, la typologie de clients que tu as, et on va regarder, que tu sois entrepreneur ou freelance, souvent la stabilité de ton activité. D'accord, ouais. Est-ce que tu fais pas 10K tous les mois de chiffre d'affaires? Et puis bah là, depuis 6 mois, tu fais 0, mais là, c'est bon, tu as refait 20 000 ce mois-ci. Ouais. Ils vont dire, ok, bon, le mec, il fait un super mois, par contre, ça fait 6 mois, il n'y a pas de chiffre. Attends, c'est bizarre, c'est trop instable, non, on n'y va pas. Ouais, non, c'est clair. Ok, super. Bon, j'imagine que c'est juste le montage qui est différent avec les holdings, etc. Chose que les freelances vont pas Freelance, ce forcément serait avoir. plus en particulier, ouais. Ouais, voilà. Mais ça, pareil, on en reparlera Non, dans la personne vidéo physique. fiscalité tout à l'heure. Ouais. Excellent. Comment on peut enchaîner plusieurs crédits, selon toi, pour pouvoir enchaîner plusieurs projets, etc. et pouvoir se dire, bon, bah voilà, je vais débloquer plusieurs crédits pour pouvoir enchaîner les projets et aller vite. Bah, déjà, Enfin, je veux dire, c'est quoi Ouais, l'élément ouais. déterminant qui va faire que tu peux enchaîner? bah, l'objectif, c'est d'augmenter tes revenus, Mhm. de maximiser la rentabilité de ton bien, de minimiser les charges, que ça marche très vite, que tu aies un report pour te créer de l'épargne. Donc en fait, c'est toujours cette notion de taux d'endettement, Ouais. cette notion de cash dispo aussi. Donc en fait, souvent on fait un report pour vraiment essayer de se créer de la trésor pour avoir le deuxième projet. Et cette notion de réinvestissement. Hmm. Tu réinvestis, donc du coup, bah, l'argent que tu as généré sur le premier, tu le remets sur le deuxième et ainsi de suite. Et puis bah, du coup, c'est l'effet cumulé, tu vois. Un peu cette exponentielle en X où bah, au début, tu commences, c'est calme, et après, ça explose cette courbe. Mm. Et après, c'est vraiment la santé financière de tes premières opérations. Montrer un peu comme un track record bah, comment en gros, tes premières opérations se passent et que la banque peut te faire confiance parce que tu maîtrises le sujet. Typiquement, tu vends des sites internet, tu as un client qui vient te voir, il veut financer, investir dans ta boîte, il se rend compte que tes sites, tu dis que tu les livres en 1 mois, tu les livres en 6 mois, c'est pas très rassurant, tu vois. Ouais. Bah, à la banque, c'est pareil. Est-ce que tes biens ils sont loués? Est-ce qu'il y a de la vacance locative? Est-ce que c'est les chiffres que tu avais partagés de base qui font que tu t'es fait financer? Hmm. Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque? Finalement, la moitié de tes apparts ils sont vides. Ton cash, t'en as pas. Tu crames tout en boîte, ton cash flow. C'est compliqué, tu vois. Ouais, ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Deux possibilités. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se faire financer son premier bien immobilier? Est-ce qu'il vaut mieux aller travailler avec un courtier ou est-ce qu'il vaut mieux faire la démarche en direct? Souvent, on fait la démarche en direct avec sa propre banque Mhm. et la démarche avec un courtier. Et on compare les deux. D'accord, ok. Donc vous, par exemple, chez RGI, justement... Nous, c'est OK pour les clients s'ils veulent appeler leur banque. En fait, les clients font ce qu'ils veulent. Ouais. Soit ils font appel à nos courtiers, soit ils font appel à leur banque. Hmm. Le courtier, encore une fois, c'est vraiment dans la dynamique du clé en main. Tu gères rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais le courtier, il négocie souvent des meilleures conditions. Ouais. Suppression des indemnités de remboursement anticipé, report de prêt, un taux qui est plus bas, un niveau d'apport qui est faible, voire inexistant. Et puis voilà, il te met en relation avec une nouvelle banque qui a envie de t'accueillir. Du coup, tu vas domicilier tes comptes et puis bah, ils ont envie de faire attention à toi. Ouais. Et puis bah voilà, ils te font un prêt. C'est aussi pour t'attirer. C'est un peu un produit d'appel à 200 000, tu vois. Mais produit d'appel, Ouais. tu vois. Parce que je suis pas certain que ce soit les prêts qui leur fassent gagner Ouais, non, des c'est mille sûr. et des cents. Et c'est comme ça que ça marche. Le courtier, c'est vraiment un gain de temps. Tu es serein sur... T'as plein d'offres. Tu peux choisir aussi, du coup, un peu les retours. Et puis, pour les situations compliquées, un courtier, c'est vraiment un expert du financement. Donc, il va vraiment aller chercher la banque privée que toi, tu connais pas. Nous, en bossant avec les courtiers, on a appris l'existence de plein de banques qu'on connaissait pas, quoi. Ah ouais. De banques privées, de dispositifs, les pôles spéciaux expatriés, tu vois, les centres d'affaires et tout. Tu n'y as pas vraiment accès en tant que personne physique, Ouais. comme ça, sans contact. Et justement, à propos de ces personnes physiques sans forcément de contact, quand tu as des personnes qui vont vouloir débloquer un crédit directement de leur côté, c'est quoi l'erreur numéro 1 que font les primo-investisseurs en rendez-vous banque? Bah, ils arrivent avec des projets qui sont pas très bien aboutis, Ouais. des dossiers de financement qui sont pas assez complets. Le banquier doit courir après la personne pour avoir tous les documents. Ok. En fait, le banquier, il faut lui faire gagner du temps. Ouais. Tu arrives avec tous les documents. Tu arrives à lui dire aussi, bah voilà, tu veux quoi? Tu veux que je prenne, enfin, vous voulez qu'on prenne quoi comme assurance? Qu'est-ce qui rendrait le deal plus sexy pour vous? Tu vois, c'est vraiment, encore une fois, réussir à comprendre les intérêts de l'autre
pour aussi servir ses propres intérêts. D'accord, ouais. Ouais, faut réussir à montrer au banquier que tu connais parfaitement ton sujet et que tu sais très bien ce qu'il faut apporter pour un crédit. Dans l'idée. Exactement. Typiquement, tu arrives chez le banquier, il calcule ton taux d'endettement. Ton taux d'endettement, tu te rends compte qu'il est pas ouf. Mais en fait, tu te rends compte qu'il n'a pas pris en compte les loyers qui vont rentrer sur l'opération qu'il pourrait financer. Et ça, bah, tu es obligé aussi de guider le banquier. Là, on fait un acte en main, c'est-à-dire que les frais de notaire, en fait, rentrent dans le coût d'acquisition du projet, mais les frais de notaire sont payés par le vendeur. Tu vois, moi, j'ai déjà des banquiers qui m'ont dit non, mais ça, c'est de l'arnaque. Ah ouais. Ou des agents IMO. Bah non, en fait, c'est pas de l'arnaque. Ouais. C'est totalement légal. L'acte en main, ok, ça marche. Les loyers qui vont rentrer, il faut les compter dans le... Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, il faut guider aussi le banquier Ouais. en fonction de son niveau d'expérience. Et après, c'est aller chercher un banquier qui a la bonne délégation. C'est-à-dire délégation. Délégation, ouais, je vais expliquer, excuse-moi. C'est... tu veux un financement à 250 000, tu vas avoir un banquier qui peut te donner un accord jusqu'à 200, sinon il doit aller voir sa hiérarchie. Oui. Tu prends le banquier un peu plus âgé qui, lui, a une délégation jusqu'à 500 000. Il peut te dire oui tout de suite, là. Bien sûr, il y a l'organisme de cautionnement, par exemple, derrière, mais dans l'idée, ouais, il peut te dire oui tout de suite. Raconte-nous un peu comment se déroule un rendez-vous bancaire, un rendez-vous à la banque, et ce que toi, t'en as appris, si t'as fait des erreurs avec tout ça, ton expérience personnelle. Bah moi, pour me challenger, quand je commençais à investir avec mes parents, à 17-18 ans, c'est moi qui parlais sur les rendez-vous banques. Ok. Parce que je voulais vraiment progresser. Ouais. C'était très marrant. T'as un peu la double école de... t'en as certains qui trouvaient ça super mignon et qui avaient grave envie de soutenir le projet, et puis t'en as d'autres qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Ouais, d'accord, ouais. Retourne au lycée. Ouais. Un rendez-vous banque, en fait, c'est arriver, propre sur soi, bien habillé, pro, à l'heure, avec le dossier qui est prêt, la présentation. Et puis l'objectif, c'est voilà, d'expliquer sa situation, de comprendre, de montrer qu'on comprend tout de suite les enjeux de taux d'endettement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le banquier pour que ça rende le dossier le plus sexy possible et qu'il puisse avoir une petite commission sur des assurances ou autres. Voilà, tous les docs, je vous les ai envoyés par mail, en plus de en papier. Le business plan, vous l'avez avec l'étude de marché, ça. Voilà les devis travaux, tout est carré. Comment on peut avancer là-dessus ? Et puis let's go, c'est comme ça, quoi. Ouais. Après, un rendez-vous banque, c'est un rendez-vous... c'est classique, il n'y a rien de spécial, entre guillemets. Mais des fois, il faut batailler pour avoir un rendez-vous, surtout au début, quand on n'a pas de contact. Ouais. Mais voilà, il faut batailler, il faut mettre en concurrence les banques, et puis il n'y a pas de raison. Et puis, une fois qu'on maîtrise ça, on se dit que c'est quand même un peu relou de courir après les banques, et souvent, on passe avec un courtier. Ok. Voilà. Ok. Ou avec sa banque historique qui nous finance depuis Oui, le début, sinon, quoi. ouais. Ok, bah écoute, très intéressant. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience sur le financement bancaire. Sujet qui fait assez peur à pas mal de monde. Donc j'espère que ça a pu peut-être vous rassurer un peu aussi sur cette partie bancaire. Montrer qu'aussi en 2026, tout n'est pas perdu comparé à ce qu'on peut voir parfois sur Instagram où on se dit, bon, bah dans tous les cas, on va ailleurs parce que ça sert à rien. En France, Le dramatique, c'est ce qui marche. Bah voilà, c'est ça. Le financement est mort, les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Ouais, mais en fait, ils comprennent pas des fois, tu vois, que le taux d'intérêt, il est en train de monter, mais du coup, le prix de l'immobilier, il se régule. Et du coup, bah, quand les taux d'intérêt vont baisser, ton prix de l'immobilier, il aurait été super sexy. Et ton taux, tu peux le renégocier à partir d'un point de pourcent en faisant un rachat de crédit. Ouais, tu vois, il y a plein de mécanismes. Ouais. Ah, c'est clair. Bah, donc, c'est pas mal de choses qui font peur, mais qui, en réalité, peuvent être un peu plus simples que ce qu'on pense. Exactement. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Baptiste, pour tes réponses. Merci à toi. Et puis, on se retrouve dans la prochaine émission. Avec grand plaisir. À très vite.